Bonjour. J'ai... Hop. Attends, est-ce que on m'entend bien? Ça me fait... Ah si, c'est bon. Voilà. Parce que j'ai l'impression de ne pas m'entendre. Surtout si je parle dans le vide. Vous me dites. Parce que là, je trouve que le retour casque, je le trouve pas très très bon. Non, non, Gigi. Non, non, Gigi, c'était bien quand t'allais te dormir là-bas. Voilà. Parce que Gigi, elle aime bien dormir sur mon tapis de souris. Mais sauf que ça me gêne. Bah oui. Bah oui, bah oui. Bonjour tout le monde. Désolée, je suis un petit peu à la bourre, j'ai 2-3 choses à faire. Comme nourrir les chats. Voilà, notamment. Oh, tu es bien. Ouais, oh oui, tu es gentil, ma Gigi, c'est bien. Donc voilà. En fait, en même temps, ce serait mieux si j'ai baissé la musique. Alors, je n'ai pas encore pris mon café. Ceci expliquant cela. Mais d'abord, mes petites vitamines. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le but, eh bien, c'est de faire une petite visite d'expo virtuelle, bah, comme souvent les mardis et les jeudis, sur Twitch. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de faïence. Et j'ai vu qu'il y avait une exposition virtuelle sur les chefs-d'œuvre en fait de la faïence française présentée à la Frick Collection. Et voilà, donc l'idée c'est un petit peu de se replonger là-dedans. Et pourquoi me direz-vous? C'est parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc l'expo qu'on va faire, je suis pas sûre qu'il y ait de la faïence 19e. Oh, quoique, bon, on va voir. Hein. Mais en tout cas, c'est un support, c'est une technique que j'aime beaucoup. Et en plus, ça fait partie de mes sujets de recherche pour la thèse. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse énormément. Attends, je mets le téléphone en silencieux hein, pour pas être dérangé. Voilà, c'est mieux. On reste entre nous, quoi. Alors... Attends, voilà. Voilà, ça va se passer à peu près comme ça. Déjà, très 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 beau dessin là, enfin des beaux dessins. Ouh là. Allez, on se met, on se réveille, on se réchauffe. Donc rien que là, vous avez un motif peint sur faïence. Hop, hop, hop. Qui... Ah, est-ce que vous voyez la souris? J'ai un doute. J'ai l'impression qu'on voit pas la souris. Ah si, c'est bon. C'est bien. C'est bon, tout va bien se passer. Voilà. Donc ce qui m'intéresse évidemment dans avec cette idée de visite, hein, c'est qu'on a un tour virtuel. Donc ça j'aime bien parce que bon, avoir juste des sites avec des photos, des informations. Là, voilà, je suis encore dans le mood, j'ai envie de voir des reconstitutions de lieux ou des numérisations de lieux. Attends, je vais encore baisser un petit peu la musique. Voilà, qu'on soit pas embêté quand même. Du coup, comment ils ont fait ça? Donc, ils ont fait un tour virtuel. On a également... Attends, je regarde vite fait. Hein. All Objects. Ah ouais, ils ont fait un beau travail. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on peut aussi... on a le Virtual Tour. Et on peut également voir chaque pièce. Donc, ça n'a pas l'air d'être une très 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 grosse expo, en tout cas. Mais effectivement, il n'y a pas de pièces... peut-être... Non, même pas. Non, ça va être... Attends, je regarde vite fait ça, mais non. Ouais, 18e, ouais. Ok, donc on va être... on sera pas sur de la faïence fine, vraiment sur de la faïence. Technique et origine, qu'est-ce qu'ils me disent de beau? D'accord, donc c'est un texte. Donc il y a 75 pièces qui sont présentées. Voilà. Et du coup... donc là, ils vont nous parler un petit peu de la technique aussi, j'imagine.
Ok. Bon, on va partir de là, du coup, c'est peut-être le plus simple. Voilà, voilà. Alors, la base de la base. Question technique. Hein. La faïence, c'est une des techniques rattachées à la céramique. C'est-à-dire que la céramique, c'est un peu comme la peinture et la sculpture. C'est-à-dire que tu as, par exemple, tu as la peinture et en dessous, tu vas avoir différentes techniques. Tu as par exemple la fresque, la peinture à l'huile, etc. Bah, tu as la famille, la céramique, qui veut dire, alors globalement, on suppose que ça vient de kéramos, qui veut dire terre cuite, voilà. Donc en gros, c'est dire terre cuite. Et en dessous, tu as différentes familles qui veulent dire, différentes familles de techniques. Donc tu as la technique, l'ensemble principal, la technique principale, avec en dessous différentes techniques. Par exemple, la faïence, la porcelaine, le grès, voilà. Donc ça. Et du coup, la faïence, ça fait partie de la famille de la céramique. Et tu as plusieurs types de faïence. Donc nous, là, on va voir la faïence et pas la faïence fine. La faïence fine, si, avec le... Ouais, on va voir les débuts de la faïence fine. On va rester sur le concept de faïence qui est plus simple. Voilà. Et du coup, la faïence, globalement, donc les origines de la faïence, hein, ça vient d'Orient, hein, donc notamment d'Irak. En gros, les premiers exemples qu'on a trouvés avec vraiment ce souci de faire de la faïence. Donc en fait, la faïence, c'est quoi? Tu as une terre qui était cuite, mais la terre cuite, son problème, eh bien, si tu fais, imaginons, tu fais une assiette en terre cuite. Tu prends de la terre dehors, tu fais une assiette, voilà, tu cuis. Ton assiette là, cuite sans rien, eh bien, tous les liquides, ils vont passer dedans. Parce que la terre, elle va rester poreuse, hein, ça va passer en fait. Donc c'est pas très hygiénique. Salut Kiz, comment tu vas? Ça farte grave. Ça farte grave, je parle de céramique. Et moi je kiffe la céramique. Salut Crastet. Comment tu vas Crastet? Bon café à tous. Très important café. Ça farte aussi. Eh ben, tant mieux et bienvenue. Bienvenue dans cette expo virtuelle consacrée à la faïence. J'adore la faïence. Et voilà, donc quand tu fais de la, quand tu fais de la céramique, voilà, tu as une problématique qui est qu'est-ce qui se passe si tu veux manger dedans, que ce soit de la soupe, des plats en sauce, etc. Parce que juste de la terre cuite, la terre, elle va... Enfin, même si c'est cuit, il y a des sortes de petits trous en fait qui vont rester. Du coup, ça, ton assiette cuite, en argile cuite, ça va passer dans les petits trous. Et du coup, c'est dégueulasse parce que quand tu veux nettoyer, il reste de la nourriture dedans, enfin, c'est pas propre du tout. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On met un vernis sur cette terre cuite. Donc là, tu vois, ma tasse. Ma tasse, c'était en pure terre cuite, sans rien par-dessus. Le café, il serait complètement... il y aura un mélange de café, de thé, de chocolat, de soupe, tu vois, des trucs dégueux. Mais comme, tu vois, elle brille, parce qu'elle a un revêtement, une sorte de vernis, en fait, qui fait qu'elle... que c'est imperméable, quoi. Et c'est ça, la faïence. Le but de la faïence, c'est ça. C'est que tous les objets deviennent imperméables, donc on puisse manger dedans sans problème. Tranquillement, merci. Pas ici, j'espère. Je passe un peu histoire de bosser quand même. T'es bienvenue. Bienvenue. Et donc voilà, donc la faïence de base, c'est ça. Et en plus, comme il y a ce côté un peu brillant, on se dit, tiens, c'est joli comme tout. Hein. C'est joli comme tout, et tout ce qui... voilà, l'expression « tout ce qui brille n'est pas or ». Eh bien oui, parce que justement le but de ces objets qui
qui brille, c'est imiter l'or ou imiter les métaux. Oh là là, c'est se lâche là derrière la musique. Attends. Hop, pour celle-ci, je baisse. Attends, je baisse autrement. Parce que je trouve que sinon... Non, c'est ça que je veux. Hop. Voilà. C'est mieux. Et comme on avait de la vaisselle qui était également en métal, eh ben, on se dit, tiens, d'un côté, tu as de la vaisselle en métal, que ce soit de l'argent, de l'or ou autre, du cuivre, du bronze, voilà. Et bien ça coûte un peu cher à faire. Il faut avoir les moyens. Et de l'autre côté, il y a une technique qui est pas mal, c'est de la terre cuite, donc de la terre, c'est le truc que tu trouves à peu près par terre, en général, un peu partout. Et en mettant ce vernis, qui est brillant, ça peut avoir un petit peu l'apparence du métal. Bah, évidemment, hein, le choix est vite fait, surtout que tout ce qui est nourriture dans le métal, pareil, il y a un goût, quoi. Enfin, il y a une sensation, il y a... C'est pas forcément hyper agréable. Donc, voilà. C'est aussi pour ça que la faïence va être très, très, très utilisée, en fait, au final. C'est parce qu'on va avoir un... Enfin, soit on a des éléments en bois. Enfin, avant, on pouvait aussi manger dans des écuelles en bois, mais bon, bah, c'est pas très glorieux, hein, c'est pas très joli. On avait également de la vaisselle en orfèvrerie, donc en argent, mais en métal, quoi, en beau métal. Mais ça coûte super cher. Et le goût, bah, parfois, il est un peu bousillé par le métal. Ça rouille, enfin, ça peut rouiller, certains métaux peuvent rouiller. Donc, voilà, c'était pas glop. Donc, la faïence, ça devient le truc génial pour faire des plats pour la nourriture, quoi. Alors, ah oui, et donc comment... Enfin, cette question de vernis. Parce qu'en fait, en plus, la terre cuite, eh bien, quand elle est cuite, eh bien, elle a la couleur de la terre. Donc parfois, c'est pas très très joli. Et on a envie parfois de mettre aussi une couleur. Et en fait, ce vernis qui va pouvoir être dans certains cas coloré dans la masse, hein, on peut avoir ça, on peut avoir des couleurs. Soit on va avoir un vernis qui est coloré, soit on peut mettre un vernis qui est transparent. Donc tout dépend de, tiens, est-ce qu'on trempe juste par exemple, on met ce vernis, on trempe l'assiette dans ce vernis qui a déjà pas mal de couleurs dans le vernis, comme ça il n'y a pas besoin d'y toucher. Ou est-ce que comme là sur l'écran, tu as quelqu'un qui s'est cassé le cul à faire un très très beau motif. Attends, quand même, voilà, on regarde, voilà. T'imagines? Là, ça c'est du pain, hein, c'est pain à la main sur la pièce. C'est un travail d'artiste. Donc t'imagines, tu vas pas mettre dessus un vernis qui est avec une couleur opaque pour bousiller ça. Donc on va mettre là un vernis transparent. Et ce vernis, il va être composé notamment d'étain. C'est l'étain qui va donner cette brillance. Attends, qu'est-ce que je dis comme connerie? Non, c'est bon. Non, l'étain va également permettre d'opacifier. En fait, tout dépend de combien tu mets d'étain. Si tu mets beaucoup d'étain, là, ça va devenir blanc. Et tu vas avoir là quelque chose qui va recouvrir complètement. Tu vas en mettre un petit peu. Tu vas aussi mettre dans cette glaçure, tu vas mettre un petit peu de fondant, en fait, hein, pour que tout s'agglomère bien, tu vois, que tout s'accroche bien sur la pièce, parce que voilà, c'est important. Les effets du feu, c'est parfois incontrôlable, donc il faut des éléments pour que les différents matériaux qui constituent, que ce soit l'assiette ou la glaçure, que ça se soude bien. Et aussi pour baisser ce qu'on appelle le point de fusion. Donc c'est-à-dire que parfois, il y a certaines matières qui réagissent qu'à partir d'un très haut degré. Et comme on ne maîtrise pas forcément le très haut degré, en ajoutant quelque chose, ça va baisser la capacité à fusionner avec d'autres objets. Voilà, c'est super chimique. Mais voilà. Mais en tout cas, on va avoir de l'étain. Et on a certaines glaçures qui sont faites aussi à base de
Enfin, on en a différentes, mais c'est vrai que ça va être surtout avec de l'étain, c'est vraiment le plus pratique en fait. Salut Toutatique Celtic, comment tu vas? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau, tiens. Mal aux cheveux, mais ça va et toi? Ah, ça, c'est le... Je pense que la France, globalement, a une gueule de bois ce matin terrible. Je pense. Ah là là. Terrible, terrible. Moi, ça va. Bah, moi, j'ai pas bu, donc ça va. Ça va, ça va. C'est juste le réveil un peu douloureux ce matin encore. Donc, doux café, doux céramique. Parce qu'on parle voilà, de faïence, ça me permet de me replonger dans des beaux souvenirs du doctorat et tout. Et ça, voilà, c'est... On voit des belles choses. Donc on fait une petite visite d'expo virtuelle sur la faïence française. Enfin, la faïence française, et là, on a un plat italien, c'est normal. Allez, européenne, allez. C'est juste que je pense que pour présenter la technique... parce que ça, normalement, ça c'était fait à Urbino, ça. Ils ont pas mis les... Non. Bref, c'est pas grave. Au café, bonne idée, ça va pas eu le temps, j'étais en vocal avec mon responsable. Ah bah oui. Ouh là là, j'imagine, avec la gueule de bois, là. Terrible. Ah non mais lui aussi, il avait une gueule de bois, donc t'inquiète, c'est passé crème. Donc voilà. Et du coup, alors qu'est-ce qu'ils nous disent de beau, par exemple? Voilà. Alors, là, l'idée, c'est que vraiment le terme de faïence pour cette expo et ce qu'ils ont, la faïence française de manière générale, c'est que c'est bien de la terre cuite avec une glaçure, donc cette glaçure, ce vernis à base d'étain, du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc on est entre la Renaissance et avant, autour de Louis XV, quoi, à peu près. Parce que Louis XV va notamment pas mal financer. Enfin, ils sont plusieurs à avoir financé, hein, mais on va avoir pas mal de choses qui vont se débloquer, notamment avec la porcelaine. Parce que le but de la faïence française de ces époques-là, c'est d'imiter les pièces orientales et aussi les porcelaines chinoises. Hein, en gros, le point culminant, si tu veux, l'admiration la plus totale, c'est la céramique chinoise. Tout le monde apprécie. Et justement, en Orient, notamment en Irak, il y avait des transferts. Enfin, il y avait des œuvres qui passaient, qui transitaient, parce qu'il y avait commerce. Et du coup, il y avait une admiration déjà en Orient pour les pièces chinoises. Donc, ils ont essayé eux aussi d'imiter cette porcelaine-là. Et hop, 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 c'est passé ensuite en Europe. Donc, c'est une histoire de l'admiration, en fait. Les vases blancs et bleus chinois. Alors, il y en avait quelques-uns, ouais. Oui, il y en avait. Oui. Après, ceux que tu as en tête, c'est peut-être les Ming. C'est un peu plus tard, mais on avait effectivement la technique bleu et blanc, en gros, elle est hyper simple. Et elle est hyper efficace, c'est-à-dire que tu as des couleurs qui sont chiantes à avoir. Là, justement, ce plat-là, c'est un bel exemple. Le bleu, c'est le plus simple. Il est très apprécié et en plus, il est très très simple à avoir parce que c'est une couleur dite de grand feu. Quand c'est grand feu, ça veut dire que ça tient à des hautes températures, quoi. Quand c'est des couleurs de petit feu comme là, t'as des couleurs vraiment qui sont assez précieuses, le rose, le jaune, le vert. Ce sont des couleurs de petit feu, c'est-à-dire qu'ils supportent pas une grosse cuisson. Faut faire super gaffe. Enfin, surtout là, avec cette palette-là, hein, cette technique-là. Parfois, le vert, ça peut supporter une grosse température, mais ça dépend de l'oxyde métallique qui est utilisé. Hein. Bon, là, on commence à rentrer un peu dans de la technique. Mais quand c'est vraiment
certaines couleurs qui sont assez compliquées à voir, on dit petit feu parce que ouais, faut pas pousser le four trop loin parce que sinon, bah, ça te fait un truc dégueulasse, quoi. Concrètement, ta pièce, elle est ruinée. Mais le bleu, bah, ça vient en général du cobalt et ça tient super bien. Ça tient des grosses températures, quoi. Donc c'est pour ça que le bleu, il est très apprécié. En plus, il est beau. Enfin, c'est un très beau bleu en général. Et avec le principe de contraste avec le blanc, c'est magnifique en fait. Voilà. Donc, mais en plus, elle est pratique cette couleur-là. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau là? Alors, donc là, il parle de la technique, hein, donc la manière dont on fait une pièce, donc c'est-à-dire soit avec un moule, donc on fait un moule, que ce soit en pierre, en plâtre, voilà, peu importe. Tu mets ton argile dedans, t'appuies, voilà, et ça fait, tu sais, comme de la pâte à modeler, tu vois, tu fais ça va prendre l'empreinte. Donc t'as comme ça, tu peux aussi le faire monter une pièce à la main, et tu peux le faire avec le tour. Tout bénef, c'est beau et pratique. Ouais, carrément. Et donc une fois que tu as fait ta pièce en terre crue, ben là tu vas lui donner une première cuisson. Parce que si tu la cuis pas, elle risque un petit peu de s'affaisser, d'un peu de se casser la gueule en fait. Elle risque un petit peu de tomber ou de casser un peu facilement. Alors que quand tu la cuis, cette pièce, elle sera plus résistante. Donc ça, c'est une première cuisson. Et après, tu poses ton décor dessus. Donc, ça peut être... Bon, là, par exemple, ma tasse. Ma tasse, c'est un décor qui est imprimé, en fait. C'est un décor... Il y a eu une couleur blanche, il y a eu un décor imprimé, puis après, il y a eu le vernis. Là, pour les bleus, justement les pièces chinoises bleues et blanches, là, en fait, le bleu, tu le poses directement sur la pièce qui vient d'être cuite, mais qui n'a pas encore son émail. Tu vas donc peindre dessus. Tu vas cuire, parce que c'est une très grosse cuisson. Et si tu veux ajouter d'autres couleurs, tu pourras le faire après. Par exemple, tu mets du... Là, voilà. Attends, je prends cette pièce-là. Là, ici, tu as du bleu. Donc, ça veut dire que il y a eu une première cuisson de haut feu. Parce que ça, c'est un bleu qui va tenir une grosse cuisson et qui va se révéler aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce que le bleu, il tient une grosse cuisson qu'il faut le cuire à une petite cuisson. Il faut vraiment le pousser, quoi. Il faut le pousser direct. Mais du coup, quand tu veux faire un truc comme ça avec plusieurs couleurs qui n'ont pas forcément la même intensité de cuisson, voilà, tu fais d'abord une grosse cuisson pour ton bleu. Donc, c'est-à-dire que la pièce, à un moment donné, il y a juste le bleu, en fait. Et après, tu ajoutes les autres couleurs. Et tu recuis une deuxième fois. Mais à petite cuisson. Donc, la pièce, en général, elle est cuite plusieurs fois. Hein. Elle va passer par plein d'étapes. Et à la fin, tu mets ton vernis, en sachant qu'il y a des décors qui peuvent être posés sur le vernis, sous le vernis, voilà. Et je parle de ce genre de pièces, quoi. Voilà. Et donc voilà, la faïence, bon c'est ce qu'il dit là, c'est le grand feu et le petit feu. Alors la température, ouais. Ah oui, aussi pour expliquer un petit peu les couleurs. Les couleurs, c'est des oxydes métalliques. Hein. Il n'y a pas d'éléments naturels. Par exemple, il n'y a pas de plantes. On peut pas, parce que tu as certaines techniques comme la peinture ou autre, sur de la toile ou des panneaux de bois. Là, parfois, tu peux utiliser des plantes pour faire les couleurs. Là, comme ça touche le feu, tu laisses tomber. T'oublies la plante, ça va disparaître. Ce qui va réagir avec le feu, ce sont les métaux, en fait. Donc, du coup, tes couleurs, ce sont à base des pigments, ce sont des oxydes métalliques. Ça va être réduit en poudre, ça va être mélangé avec de l'eau, et après, ça va être posé sur la pièce. Mais il faut que ce soit du métal. Je pensais pas que c'était si complexe. Si, la céramique, c'est hyper complexe. Et c'est vraiment très chimique. C'est toute une question de comment... En fait, la problématique principale, c'est comment le feu va avoir une interaction
sur ta pièce. C'est vraiment là que tout se passe. Parce que, ouais, t'as des trucs, t'as des terres qui réagissent à différentes températures, t'as des pigments qui réagissent à différentes températures. Parfois, enfin, voilà, ça peut faire des trucs, mais au secours. Et à ça, tu peux également ajouter le principe d'arrivée d'oxygène. C'est-à-dire que, bon, pas pour ça, mais pour la Chine, par exemple. Pour la Chine, tu vas avoir... si tu fais rentrer de l'oxygène dans l'atmosphère du four, et ben, tu as des oxydes métalliques qui vont réagir d'une autre manière que si tu avais bien tout coupé les arrivées d'oxygène. Donc toi, tu as aussi ça à maîtriser. Franchement, voilà, c'est super complexe. La cochenille. Non, au secours, pas la cochenille. Émail diamant. Hop. Attends, du coup, je vais pas remettre un petit peu la musique parce que tout à l'heure, c'était une musique qui était franchement un petit peu... Hop, voilà, forte. Là, ça va mieux. Donc, température, ouais, bah, c'est 900 degrés hein, pour la dernière cuisson avec la glaçure d'étain. Alors, pour avoir du bleu, donc on a le cobalt, l'antimoine, c'est pour le jaune. Le violet marron, c'est du manganèse. Le rouge orangé, ça va être du fer. Et le cuivre pour du vert. Voilà, donc là, tu as la palette de couleurs. Et oui, la chose, voilà. Et aussi pourquoi je te parlais de point de fusion et tout au début. C'est parce que là, imaginons... En fait, ça me fait penser un petit peu à la fresque, comme technique. Imaginons que tu casses l'assiette. Terrible, déjà. Tu vas avoir à l'intérieur l'argile cuite, et par-dessus, tu vas avoir une fine couche qui comprend à la fois la glaçure, le vernis, et les couleurs. Et c'est comme la fresque. La fresque sur un mur, tu pètes le mur. En gros, les motifs et la peinture, enfin, les motifs et l'enduit, c'est exactement la même couche. Donc si tu pètes cette couche-là, tu perds ton dessin en fait. En gros, il joue sur l'oxydation des métaux provoquée par le feu. Ouais, soit l'oxydation. Oui, l'oxydation, mais si tu ajoutes en plus de l'oxygène, sur certains oxydes métalliques, ça va avoir encore plus d'effet. Ou si tu coupes complètement, enfin voilà, ça dépend vraiment de quelle couleur tu vas avoir. Parce que par exemple, le cuivre, si tu le cuis en réduction, tu as du vert. Mais si tu le cuis en oxydation, tu peux avoir du rouge. Ça peut, voilà, tu peux avoir... mais mon truc, il était vert là-bas, voilà. Tu peux avoir des effets, mais complètement différents, quoi. Voilà, voilà. Alors, la technique de la faïence. Donc, on la connaît depuis des siècles, ça je vous l'avais dit, on a des traces en Irak, notamment. Alors, autour de 800 de notre ère. Alors, ça s'est développé grâce à la conquête arabe. Et tous les échanges commerciaux, hein, c'est toujours une question de soit de baston, soit de commerce, en général. C'est vraiment le côté le plus cool de la chimie. Ah oui. Ouais, et puis pour avoir fait de la céramique, parce que du coup, pendant mes recherches, tu vois, au bout d'un moment, tu dis, mais il y a des choses que tu comprends pas. Tu te dis, bah tiens, ça, j'aimerais bien le comprendre. J'aimerais bien comprendre pourquoi il y a ces effets-là. Enfin, quand tu lis dans les bouquins et tout, au bout d'un moment, tu vois, ça bloque, quoi. Et ben, le moyen, c'est de faire. Et du coup, à un moment donné, j'ai fait de la céramique pour justement un petit peu comprendre tout ça. Et mais c'est fou à quel point tout... Vraiment, tu as beau faire toi, tu fais ton truc et tout. Et ben, ce qui va vraiment faire le point final qui peut envoyer en l'air tout ton projet de base, c'est le feu. C'est la cuisson. Parce que tu peux avoir une idée, ton truc, tu le fais. Tu vois à peu près quand tu mets sur la pièce, et à la fin, la cuisson, tu fais « Ah ouais, non, mais j'ai pas du tout prévu ça, en fait. » Bah ouais, mais c'est le four qui a décidé. Et il y a cet aspect-là qui est à la fois beau et frustrant.
Alors. Donc on a plusieurs aussi centres. Donc là, il parle des centres. 15e, 16e siècle, il y a des grands centres de production à la Renaissance. Hein, donc on a là, je vous parlais d'Urbino, notamment pour cette assiette-là. On a Urbino, Castel d'Urante, donc qui n'est pas en Italie, mais c'est pas grave. Mais ça fait partie des grands. Bah si, Castel d'Urante, j'ai dit conneries, pardon. Castel d'Urante, Pesaro, Faenza, Gubbio et Deruta. En général, les plus connus, c'est Urbino et Faenza. D'ailleurs, Faenza, t'entends le nom, Faenza, faïence. En fait, ça, le nom faïence, ça vient de là. C'est une sorte d'hommage. C'est beau. Et du coup, les Français, quand ils ont vu cette production italienne, on leur dit « Ah, tiens, ça vient de Faenza. Ah, c'est beau, Faenza, donc c'est la faïence. » Enfin, voilà. Je te schématise le truc, quoi. Donc, bon, c'est pour ça que... Donc, hop, tu as aux alentours de 800 en Irak, conquête... les conquêtes, notamment avec l'Espagne et tout. Ensuite, aussi le commerce avec le bassin méditerranéen. Ça arrive en Italie, on se dit waouh, super technique, et plusieurs villes italiennes en font. Et hop, ça arrive en France, à la Renaissance. On dit oh putain, c'est trop bien, ça vient d'où, Faenza? Oh, bah, ok, on va appeler ça faïence. En gros, c'est ça. Mais c'est vraiment toujours une question de commerce, de diffusion des produits, que ce soit par voie commerciale, soit que ce soit par la voie guerrière, quoi. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre là? Ah, par contre, ça c'est rigolo. Ça, j'avais oublié. Comment c'est arrivé aussi en France? En gros, c'est parce qu'on a eu des immigrants italiens qui sont venus à Lyon et qui ont créé aussi leur petit atelier, et ça a permis de vraiment diffuser dans le reste du pays, quoi. Alors, ok. Alors, attends, je regarde vite fait les autres. Ah, voilà. Ah bah non, on s'en fout là, regarde. Non, c'est pas ça qui va m'intéresser. Lyon. Ah oui, et on parle de majolique. C'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu. Hein. La majolique, c'est vraiment, en gros, c'est la faïence italienne. Voilà, pour faire simple. Alors, rien à voir, mais ça me fait penser au verre de Murano. C'est Murano. C'est complètement Murano. Bah oui, c'est la même... ça va être plus ou moins la même époque. Le verre de Murano va se développer au cours de la Renaissance. Enfin, le verre va très bien se développer. Ça se développe dès l'Antiquité, ça continue au Moyen-Âge. Et en fait, au fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, en Italie, il va y avoir un très gros travail sur la verrerie, parce que, encore une fois, comme à l'origine on mange dans de la vaisselle qui est en métal, et on boit aussi dans des gobelets en métal ou en bois, enfin surtout le métal, mais ça pourrit le goût, quoi. Et du coup, pour les plats, on va prendre la faïence, et pour pour la boisson, on va prendre le verre et le cristal. On est en une sorte de wave de cristal. Enfin, vraiment le verre, ouais. Le cristal, c'est une sorte de pseudo-cristal. Bon. Donc voilà. Donc c'est justement ces deux productions-là, et c'est normal. Enfin, du coup, c'est cool que ça t'y fasse penser, parce que c'est complètement ça. Ça se développe en Italie, plus ou moins au même moment. Parce que, on a une problématique de bordel, Robert, c'est dégueulasse la bouffe dans du métal. Qu'est-ce qu'on fait? Regarde, là, en Irak, ils ont ça. En Irak ou en Espagne, en fonction de où ils ont eu la pièce. C'est pas mal, c'est de la terre cuite, ils ont mis ça, hop, et comme ça permet de manger. Et pour le verre, on faisait déjà du verre dans l'Antiquité, on devrait faire des gobelets en verre, quoi. Au lieu de faire des gobelets en métaux. Enfin, en métal, pardon. Donc c'est pour répondre à ces problématiques de manger dans des éléments en matière qui semblent prestigieuses, parce que c'est toujours une question aussi de ça. Hein.
C'est aussi une question d'apparence et de montrer en gros son statut social. Parce que les gens qui ne font pas partie de l'élite, eux, ils continuent à manger dans des trucs en bois, enfin des gobelets, dans des assiettes en bois, des gobelets en bois. Tu vois, c'est pas leur problématique à eux, quoi. Là, on est sur de la problématique de l'élite, quoi, finalement. Le métal, c'est gentil, mais bon, voilà, c'est dégueulasse. Et puis c'est vrai qu'à force, ça commence à coûter un peu cher. Là, ça coûte moins cher, et puis en plus, c'est mieux pour le goût. Voilà. Parce que la faïence à cette époque-là, c'est réservé à l'élite, hein. C'est pas réservé aux personnes de conditions modestes, hein. Et aussi l'autre chose, c'est qu'on peut manger dans ces plats-là, dans ces assiettes-là, mais il y en a, c'est pas pour manger, hein. Il y en a, c'est purement décoratif. Ça va être exposé sur des meubles, en mode je me la pète, tu vois. Ça va être des meubles qui permettent de dire regarde. Il est beau ce plat. Ah, ça c'est un plat français du coup. Avec Adam et Ève. Genre vas-y, tiens, mange la pomme. Tu vas voir, c'est cool. Qu'est-ce que c'est que ce petit lapin là? Trop mignon. Oh, regarde-moi cet éléphant derrière. Incroyable. Attends, c'est fou. L'éléphant, ça trompe, on dirait une cinquième patte. C'est incroyable. Ah là là. C'est mignon. C'est trop chou. Là, franchement, là, j'ai... Tu sens que la personne qui a peint ça, soit elle a vu un éléphant, mais il y a fort longtemps, quand il était gosse, lors d'une foire et tout, le truc exceptionnel qu'il a pu revu de sa vie. Soit il a essayé de faire en fonction de ce qu'on lui a dit, quoi. Salut Aesium, comment tu vas? Hop, hop, hop. Et là, donc, ils nous ont mis aussi les 2 villes les plus importantes pour la faïence de cette époque, Nevers et Rouen. Donc, vous saurez, c'est incroyable, que... je dis en déconnant, mais je le pense vraiment, que, en gros, il y a des villes comme ça, où tu te rends pas compte, enfin, t'oublies, tu dis, tiens, c'est fou, en fait, qu'à certaines époques, ce genre de ville, c'était les villes stars, quoi. Ça, je trouve ça fou de se dire qu'à une époque, la ville toute puissante en question production de terre cuite, de faïence, c'était Nevers. Donc c'était Rouen. Alors que après, ça va être une autre ville pour d'autres raisons, en fait. Je trouve ça rigolo. Ça va et toi? Bah écoute, ça va. Ça va tranquille. On regarde la faïence. J'adore la faïence. Donc ça va. Est-ce que toi, tu as la gueule de bois, Essieux? Parce que la France entière a la gueule de bois, je pense, aujourd'hui. Et je lui rends hommage. Hop, hop, hop. Alors, on va retourner peut-être un petit peu sur le Virtual Tour. Hein. On va visiter un petit peu. Hop, hop, hop. Alors, est-ce qu'on va... Voilà, on va mettre full screen. Ah, c'est comme si on y était. Non, pas de ça chez moi. Ah, d'accord. Toi, tu ne bois pas d'alcool. Tu ne bois pas d'alcool. C'est bon pour ta santé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Oh là! Oui, à chaque fois, j'oublie. Ça, c'est fou. Hein. C'est vraiment pas du tout la même manière de faire que dans les jeux vidéo. La souris. Si je veux aller à droite, il faut que je clique et je parte à droite. Alors que moi, j'aurais tendance à... Voilà. Mais c'est culturel, Aesium. Comment peux-tu dire ça? L'alcool, c'est la France. Ah là là. Ah, ça, c'est bien. Tu vois, ils ont fait... Donc déjà, on a une vision 3D de l'exposition. Ça te permet de te resituer, de revivre un petit peu
comment les choses étaient présentées. En gros, voilà, comment il s'est dit, bah tiens, comment je vais vous montrer... Parce que tu as souvent des expositions voilà, dans des vitrines, et je trouve que parfois la céramique, c'est chiant parce qu'avec les reflets de la vitre, tu vois pas forcément. Et là, c'est bien, t'as vu, quand tu passes à souris, ça s'éclaire. C'est-à-dire que tu peux, je pense... Voilà. Ça, j'avoue... c'est pas mal parce que ça te permet vraiment de voir la pièce avec une qualité de photographie qui est quand même top. Bon, j'avoue, j'aurais bien aimé zoomer un peu, hein, je critique histoire de critiquer, hein, parce que sinon, voilà. Mais sinon, c'est chouette qu'ils aient fait... Puis avec un petit texte et tout... avec voilà, donc expliquant que là en fait on a une influence, enfin ce sont les dernières influences visiblement des modèles italiens à Nevers, donc on est au XVIIe siècle, donc là on est une vingtaine d'années avant le règne de Louis XIV, voilà, pour vous situer un peu. Et aussi pourquoi il y a aussi... Ah non, enfin, il y en avait encore peut-être. Ouais, non, je ne pourrais pas aller sur ce terrain-là parce que je suis pas sûre qu'il y en avait encore des guerres d'Italie. Parce que l'art italien, on l'a aussi beaucoup connu en France, mais c'est plus au niveau de à l'époque de la Renaissance, grâce aux guerres d'Italie. Voilà. C'est très bizarre de dire quelque chose grâce aux guerres. Ça me fait toujours ce petit effet, ce petit goût de vomi dans la bouche naturel, tu vois, quand tu dis ça. La VR doit être fun et un gros plus pour ça, ouais. Par contre, faut scanner proprement toutes les pièces, grave, ouais. Oh, mais ça, j'avoue, la VR, pour des visites d'expo virtuelles, ça peut être sympa, ça. Ça peut être rigolo. Et est-ce qu'on peut imaginer un mixte entre... c'est Beat Saber, le jeu, je crois, le nom, et l'exposition. Et comme ça, tu pètes tes céramiques. Franchement, je pense que question défoulement, t'es au taquet. Et tu pourrais même imaginer une sorte de jeu pédagogique comme ça, Beat Saber, et en gros tu dois casser que les pièces de Nevers. Comme ça te force à reconnaître les... Non, j'ai trop loin, pardon. C'est parce que j'ai pas bu hier soir, ça c'est parce que c'est à cause de ça. Attends, du coup, le truc que je voudrais faire alors, c'est... Voilà. Par contre, du coup, c'est ça le truc un peu machin, c'est que tu peux pas... Ah si, attends, si je fais ça. Ah non, d'accord. Ah, start automatique tour, c'est quoi? Voilà. Non, pas en arrière, Robert, je vais vomir. Ah non, arrête, non, j'aime pas. Moi, ça me fout la gerbe, ça. Voilà. Alors, du coup... Mais tu peux pas avancer? Je comprends pas. Attends, je comprends pas. Aïe. Non, ne cache pas les contrôles. Au secours. Oula, non. Oula, mon mal de cheveux s'amplifie, trop de réflexion. Ah bah pour les enfants, les grands enfants, ça pourrait te les faire intéresser à l'art et histoire de l'art, d'une certaine façon. Franchement, hein, on a un concept, hein. Parce que je pense que visuellement, t'enregistres vachement mieux comme ça. Si, hop, là, tu dois casser les trucs. Parce que juste reconnaître comme ça, tu dis bon, ok, c'est du Nevers, et alors? Et alors? Là, c'est peut-être même rond, ça. Vu les têtes sur le côté. Attends, je regarde vite fait. Nevers, ok. Parce que à Rouen, t'avais aussi pas mal de choses ensemble. Ah, tu vois l'influence chinoise, là? Hein, tu sens qu'ils kiffent, là? Ils disent, ah, putain, c'est trop beau, l'art chinois, j'aimerais faire pareil. Mais voilà. Mais je suis pas le Chine, je suis pas la Chine, j'arrive pas. Mais bon, mais en tout cas, c'est un beau verre aussi, là. Mais en tout cas, une grosse influence de la Chine. Vite, une start-up, Macron, explosion. Oh, mais grave, vite, on va avoir des sous. Vite, une levée de fonds. Comme ça, on fait l'idée, et hop, on fait une start-up, et après, on coule la boîte ou on la revend dans 2 ans. Ou 1 an, si on est doué. Allez, on fait ça. Allez. Et non, mais tu déconnes, ça me semble bien l'idée en plus.
Non, mais par contre, l'idée de péter des trucs pour te forcer à les reconnaître, je trouve que c'est rigolo. Enfin, moi, c'est le genre de truc que je kifferais bien. En plus, il y a ce côté, tu as ton désir secret de casser des œuvres. C'est interdit que tu peux pas faire. Tu vois, je trouve que... Hein? Il y a les doigts qui démangent, là, hein? T'as envie de casser des trucs. Des trucs que tu peux plus faire. Donc, allez, on fait une start-up. Faut lui donner un nom à cette... Salut par ici, j'arrive, ça parle start-up, au secours. Salut Star, salut. Comment ça va? On va vendre ça au musée, le concept ce sera de casser des œuvres. Et franchement, je pense que même eux, ils ont trop envie. Je pense que tous les gens qui bossent dans les musées, à un moment donné, ils disent « j'aimerais trop la péter ». Parce que tu te rends compte, à un moment donné, t'as l'œuvre dans tes mains. Tu te dis, à un moment donné, j'ai le pouvoir de faire tout ce que je veux là. Ça se trouve, je pourrais casser. Je suis sûre que ça démange parfois les gens, ça leur gratte le cerveau là à un moment donné. Hein. Et là ils sont en mode non, pas du tout, moi mon métier c'est de conserver, de préserver les œuvres. Ouais, je pense qu'un... Je serais pas, voilà, moi ça m'étonnerait pas parce que moi aussi, en tant qu'histoire de l'art, forcément à un moment donné ça te... Hein, tu te dis tiens, qu'est-ce qui se passerait si je pétais le truc là? Bon bah ce qui se passerait c'est que tu irais en prison ou tu ferais péter le porte-monnaie mais... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors attends, du coup... Ah ok, du coup ce que je comprends, c'est en fonction des salles là. Mais du coup si je veux... Et là je suis où? Je suis au milieu là. D'accord. Attends, ça charge. Attends, ça charge. Tu mets une salle avec un chalumeau pour cramer des peintures. Non mais hé, je suis sûre que franchement ça... Regarde, t'as des... Attends, je me rends compte là sur... c'est dégueulasse pour vous là. Hop là. C'est mieux. Je suis sûre. Parce que regarde, t'as des salles qui existent. Bon là tu casses pour de vrai. Hein. T'as des salles... t'as un concept de destruction d'objets dans une salle. En gros, t'as une salle remplie d'objets. On te file un marteau, tu payes 1 heure. Et tu pètes tout ce que tu veux dans la salle. Et je pense que les gens, ils ont à un moment donné cette question sur la prise de contrôle, tu vois, cette notion de puissance. Et je trouve qu'une œuvre d'art, ça pourrait parfaitement incarner ce besoin de satisfaire voilà, cette pulsion destructrice. À cause justement de l'interdit. Comme quand tu vas dans un musée, t'as à peine le droit de respirer. Enfin, quand tu y vas, t'as que des interdits. Hein. Quand tu y penses dans un musée. Donc tu vois, de péter tout ça, je trouve que ça pourrait être rigolo. Et à la fin, tu défonces le musée, tu vois, par exemple. Franchement, il y a un concept de jeu que je trouve rigolo. Jeu vidéo, je précise, hein. Calmez-vous, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, là, hein, parce que je vais me faire arrêter avec vos conneries. Voilà. Juste histoire de se défouler. Mais oui, et en plus, il y a un côté culturel. Il y a un côté culturel. Voilà. Donc c'est bon, ça a chargé? Voilà.